Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Des pluies tropicales d'une rare violence sur les Caraïbes, gros dégâts en Guadeloupe, mais c'est la République dominicaine et Haïti qui sont les plus touchés. On compte plus de 200 morts et 200 disparus. Il n'y aura pas de retour à la normale à Roissy avant plusieurs mois. Le terminal 2E pourrait même rester fermé plus d'un an d'après la direction. Nous entendrons aussi ce soir les 3 policiers qui ont permis de sauver 80 personnes par leur présence d'esprit. Un homme de 34 ans est toujours en garde à vue ce soir, 16 mois après la disparition de la petite Estelle. Son jardin a été fouillé, mais les enquêteurs précisent qu'il ne s'agit que de vérification. Après les droits de l'homme, le droit à l'environnement, les députés ont commencé à débattre de l'inscription de la charte dans la Constitution. Un compromis a été trouvé sur le très controversé principe de précaution. Et puis ce même jour, le gouvernement a décidé de suspendre l'usage du gaucho pour le traitement du maïs. À l'étranger, George Bush maintient le cap en Irak, mais il s'attaque à un symbole. Seule annonce faite hier soir, la prison d'Abu Ghraib à Bagdad sera fermée pour conjurer le scandale des sévices. Enfin, une soirée contre le repli sur soi. Vous êtes invités à trinquer avec vos voisins à l'occasion de la nouvelle édition d'Immeubles en Fête, une manifestation qui connaît un vrai succès depuis sa création il y a 5 ans. Pour commencer donc ces trompes d'eau sur les îles Caraïbes, une météo qui s'emballe. On est habitué là-bas aux pluies en cette saison, mais il s'agit cette année d'un déluge quasi ininterrompu depuis 10 jours. Gros dégâts en Guadeloupe, très lourd bilan en Haïti et en République dominicaine. Florence Bouquilla. Le fleuve Soleil a débordé en pleine nuit dans le village de Jimani. Ces eaux, gonflées par 7 jours de pluie, ont surpris les habitants dans leur sommeil. Elles se sont engouffrées dans les maisons, tuant au moins 100 personnes, dont de nombreux enfants. 122 personnes au moins sont blessées et une centaine disparues. Les cadavres des victimes ont été empilés dans la morgue locale. L'état d'alerte maximal a été déclaré. On était tous en train de dormir et j'ai entendu un gros bruit. J'ai vu l'eau, j'ai eu le temps de réveiller ma famille pour fuir, mais ma tante est morte. La République dominicaine partage l'île d'Hispaniola avec Haïti. Et Haïti aussi paye un lourd tribut aux inondations. Pour le moment, la protection civile haïtienne fait un état provisoire de 130 victimes, dont 58 à Verrette et 29 dans la commune de Tiote. Mais l'on peut craindre, compte tenu des difficultés de communication, que ce bilan ne s'aggrave dans les prochaines heures. En Guadeloupe aussi, 10 jours de pluie ont fait déborder les rivières, dévaster les champs, noyer quelques maisons et couper les routes principales. Pas de victimes pour le moment dans les Antilles françaises. Les suites de l'effondrement du terminal de Roissy, on l'a appris en fin d'après-midi. Si la structure n'est pas détruite, elle devrait en tout cas rester fermée plusieurs mois, voire plus d'un an. Et avant d'évoquer l'enquête, écoutez le témoignage des 3 hommes qui ont permis d'éviter le pire. Il s'agit des 3 policiers alertés les premiers par les fissures. Ils ont immédiatement fait évacuer le bâtiment. Quelques 80 personnes leur doivent sans doute la vie. Thierry Curtet, Fabrice Dujardin. Ce soir, les engins de levage sont à l'ouvrage. Le travail se fait lentement. Il est en effet plus urgent de comprendre que de déblayer. À chaque élément du gros œuvre déplacé, les enquêteurs interviennent, analysent, constatent. Officiellement, c'est toujours le mystère. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a honoré les 3 premiers policiers qui sont intervenus. Alertés par des passagers qui ont aperçu une faille dans le mur, ils établissent un périmètre de sécurité. Il y avait une belle fissure dans le pont de mur bétonné, en effet. Ouais. De combien? De quel... À peu près de... Un bon mètre approximativement, avec des morceaux de béton qui étaient déjà tombés à l'étage inférieur. Et à 7h, vers 7h, là tout craque, tout nous tombe dessus. Il n'y a vraiment pas eu de tremblement, sinon on aurait été beaucoup plus inquiétés que ça. Sinon nous-mêmes, je pense qu'on aurait repoussé le périmètre si vraiment il y avait eu des tremblements. Ou autre chose. Malgré ces mesures, 4 personnes périront sous les gravats. Mais le bilan aurait pu être plus lourd. Cet après-midi, Aéroport de Paris joue la transparence devant la presse. L'un des ingénieurs explique que comme dans tout chantier important, des difficultés sont apparues pendant la construction. Les techniciens ont constaté que les piliers, les poteaux en béton qui soutiennent les coques de la structure se fissuraient à leur tête. Ils ont refait leurs calculs et changé les méthodes d'assemblage. Conformément au calcul et conformément au diagnostic qui avait été fait, les poteaux sur lesquels étaient posées les coques selon cette nouvelle méthode ne se fissuraient pas.
Cette partie de la structure est encore sous les décombres. C'est l'un des nombreux points que les spécialistes vont examiner de près. Et puis le concepteur du terminal, l'architecte Paul Andreu, a écourté son voyage en Chine. Il est revenu en France cet après-midi et s'est immédiatement rendu sur les lieux. Laetitia Legendre, Chloé Lecomte. Tous les passagers du vol de 14h30 en provenance de Pékin sortent un à un. Tous sauf le plus attendu, l'architecte Paul Andreu, qui s'est rendu discrètement dès son arrivée sur les lieux du drame accompagné d'experts. Le jour de l'accident, le concepteur de l'aérogare, ici à gauche, se trouvait en Chine, où il construit actuellement l'Opéra de Pékin. Dans le cas du terminal 2 de Roissy, l'architecte avait voulu des structures légères, transparentes. Maintenant, l'avion, c'est devenu aussi trop souvent, à mon avis, un tunnel, un morceau de tunnel qui se balade bien fermé avec la télévision. Et ici, il n'y a pas de télévision. On regarde les airs, on regarde les pistes, on regarde dehors. Son savoir-faire, cet ingénieur polytechnicien le consacre en priorité aux aéroports. Il en construit une quarantaine de par le monde, dont celui de Dubaï, livré en 2006, conçu sur le même modèle que celui de Roissy. Reste à déterminer les responsabilités de chacun, y compris celle de l'architecte, dans l'effondrement du terminal. Qui vont être poursuivis au premier chef, ce sont les constructeurs, c'est-à-dire toute la filière ingénierie, construction, mise en service. C'est ceux-là qui sont à première vue. Mais encore une fois, je comprends qu'un juge, bien tout à fait honnête, dise il y a matière à enquêter pour voir si l'architecte est pas pour quelque chose. Des expertises ont été ordonnées pour identifier les causes de l'effondrement. Les premiers résultats ne seront pas connus avant octobre ou novembre prochain. Justice en bref, avec d'abord des nouvelles du procès d'Outreau, décidément hors norme. L'audience a été suspendue aujourd'hui en raison de l'hospitalisation d'un des avocats de la défense, maître Serge Boulanger. Une décision sur la poursuite du procès, avec éventuellement la disjonction du dossier dont il était chargé, devrait intervenir demain au plus tôt. Dans le cas inverse, son client se verrait affecter un autre avocat. Faut-il parler de relance de l'enquête? Je vous le disais, 16 mois après la disparition de la petite Estelle à Guermantes, un homme de 34 ans a été placé en garde à vue. La justice, elle, n'évoque qu'une opération de vérification. Audrey Goutard, Yvan Martinet. Cet homme a-t-il une responsabilité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin? 6 heures durant, les enquêteurs ont retourné son jardin, sa maison, à la recherche du moindre indice. Leur suspect s'est installé ici juste après la diffusion d'un portrait robot en juin dernier. Avant, il habitait à quelques kilomètres du lieu où Estelle a été enlevée. Autre fait troublant, juste après la disparition de la fillette, l'homme avait tout aussi brutalement quitté son emploi dans l'entreprise familiale. Un travail où il conduisait un véhicule blanc, tout comme celui décrit par un témoin de l'enlèvement. Ce matin, les policiers sont allés chercher sa petite amie pour l'entendre. Lui assure qu'au soir de l'enlèvement, ils étaient ensemble. Elle dément cet alibi. Les enquêteurs ont aussi découvert qu'il avait bénéficié il y a quelques années d'un non-lieu dans une affaire d'agression sexuelle. Autant d'éléments troublants, mais le père d'Estelle veut rester prudent. Il y a de très nombreuses personnes qui ont déjà été interrogées dans le cadre de cette enquête. L'important, c'est d'avoir la bonne personne et qu'elle puisse être présentée par la suite devant un juge et que la justice puisse être rendue. Les policiers ont encore 24 heures pour tout passer au peigne fin. Sa vie, ses biens, tout ce qui lui appartient. En tout, encore une nuit de garde à vue pour parler avec lui et tenter de trouver où se cache la vérité. Et hasard ou pas, cette interpellation coïncide avec la journée internationale des enfants disparus. Un rassemblement se tient en ce moment à Paris et plusieurs annonces ont été faites. Une permanence téléphonique de soutien aux familles sera par exemple prochainement installée. Et puis un logiciel très novateur vient également d'être créé. Christophe Widman, David Bazier. Tous ont un point commun. Un fils, un frère, une sœur qui leur manque désespérément. Sur le Champ de Mars à Paris, ils sont venus pour que personne n'oublie leurs disparus. C'est très important de nous faire connaître, de se soutenir et puis qu'on ne nous oublie pas. Cette journée des enfants disparus existe aux États-Unis depuis 1986. En France, ce n'est que la 2e édition. Paris n'est pas en avance en matière d'aide aux familles. Même le numéro Azur annoncé aujourd'hui par le garde des Sceaux Dominique Perben ne sera mis en service que dans 4 mois. Il s'agit du 0810 012 014. Géré par des associations, il permettra d'offrir un interlocuteur unique aux proches des disparus.
À Bordeaux, ce gendarme essaye, lui, d'éviter les disparitions d'enfants. Féru d'informatique, il vient de créer un logiciel qui empêche les plus jeunes de laisser leurs coordonnées sur un forum de discussion. Il s'agit de lutter contre le nombre croissant de mauvaises rencontres sur Internet. Nous avons déjà fait des procédures qui ont permis de mettre fin à une rencontre qui allait avoir lieu entre un majeur et un mineur dans le but d'avoir des relations sexuelles pas forcément consenties. Ce logiciel est gratuit. Les parents peuvent le télécharger sur le site logprotect.org. Justice, toujours en bref, David Courtaillet a été condamné à 2 ans de prison ferme. Ce Savoyard de 28 ans converti à l'islam était soupçonné d'appartenir à une filière afghane à but terroriste. Ses avocats vont faire appel. Après le Régent, un nouvel insecticide est suspendu en France. Il s'agit du gaucho. Son usage pour le traitement du maïs est interdit jusqu'en 2006 au moins. Son impact sur les abeilles a plusieurs fois été dénoncé. Laurence Deleur avec nos bureaux de Lyon et de Toulouse. Fini l'enrobage des semences de maïs avec du gaucho. Le ministère de l'Agriculture vient de suspendre l'usage de l'insecticide pour le traitement de ces semences. Accusé par les apiculteurs de provoquer la mort des abeilles, le produit avait été interdit sur le tournesol en 1999, mais resté autorisé sur le maïs. Aujourd'hui, cette suspension provoque la colère des producteurs. Il n'y a pas de produit de substitution et pour cela, c'est grave pour la production, perte de rendement et certainement donc des impasses, en matière de santé des plantes. Mauvaise nouvelle aussi pour le fabricant du gaucho, Bayer Crop Science. Le produit rapportait 600 millions d'euros par an à la firme. C'est un produit qui est sûr, qui est utilisé depuis de nombreuses années, donc pour nous, ce n'est pas un produit dangereux. Les apiculteurs, eux, sont soulagés. Chaque année, leur cheptel est touché. Depuis 10 ans, ils se battent contre l'insecticide. Chaque fois, ça a été une lutte et avec en face vraiment le sentiment qu'on disait n'importe quoi. Le produit n'est pas interdit définitivement, mais suspendu jusqu'en 2006, date de réévaluation de la substance par la Commission européenne. À propos de risques, les députés ont commencé aujourd'hui l'examen du projet de loi qui vise à inscrire dans la Constitution la charte de l'environnement. Il y avait les droits de l'homme et du citoyen depuis la Révolution, les droits économiques et sociaux depuis la dernière guerre. Voici donc le droit à un environnement respectueux de la santé. C'est la formule qui est prise en compte avec au centre des discussions le très controversé principe de précaution. Alexandre Carra, Jean-François Meunier. Le principe de précaution vous pose un problème? C'est un grand malheur. Alain Madelin ne votera pas la charte de l'environnement. Selon lui, le principe de précaution inscrit dans le texte est un frein à la recherche. Il y a quelque temps, José Bové, on l'arrêtait parce qu'il avait détruit un champ d'OGM. Maintenant, c'est José Bové qui mettra en accusation l'État pour ne pas avoir détruit ce champ avant lui. Au cœur du débat qui agite la majorité depuis plus d'1 an, l'article 5 de la charte qui prévoit que les autorités publiques veillent par application du principe de précaution à l'adoption de mesures provisoires destinées à éviter la réalisation du dommage. Un article qui suscite de telles critiques à l'UMP que le chef de l'État a dû lui-même intervenir pour rappeler à l'ordre les parlementaires. Résultat, les critiques ont baissé d'un ton. Il semble qu'il fallait faire preuve de pédagogie. Il a fallu expliquer aux gens que ça ne concernait que l'environnement et non pas la santé, que les risques graves et irréversibles, c'est-à-dire très peu de risques, et qu'il faut prendre des mesures de bon sens, qu'on appelle de précaution. L'opposition, elle, critique le texte sur la méthode et sur le fond. Et il y a, en l'état actuel du texte, trop d'incertitudes pour qu'on se prononce favorablement. Pour nous, il est fondamental de mettre le principe de précaution dans la Constitution. Si ce principe n'est pas écrit en tant que tel, ou s'il est soumis à des restrictions, nous ne voterons pas la charte de l'environnement. Les députés ont commencé l'examen de la charte. Après eux, ce sera au tour des sénateurs, encore plus réticents. Or, le texte doit être adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat. Et voilà qui nous amène à la politique proprement dite et aux élections européennes. Vous le savez, il est possible de présenter en France des candidats des autres pays de l'Union. L'UMP a créé la surprise à la demande de Jacques Chirac. Sur sa liste du Grand Sud-Est figure le champion du monde des rallyes, le Finlandais Ari Vatanen. Jeff Wittenberg, Sylvain Daubin. Le grand public l'avait connu comme ça. Champion du monde des pilotes de rallye, c'était dans les années 80. Les électeurs du Sud-Est le retrouvent 20 ans plus tard en conducteur assagi et en candidat aux élections européennes. À nouveau sur la route donc, mais cette fois pour une campagne électorale.
Harry Vatanen n'est que numéro 2 sur la liste UMP, mais quand il entre dans une réunion publique, c'est bien lui la star. Un pilote député européen, les électeurs sont partagés. C'est un peu une pièce rapportée, mais pourquoi pas. J'espère qu'il nous pilotera bien, justement. Pour Harry Vatanen, Jacques Chirac, qui a voulu sa candidature, est un champion politique. L'UMP, dit-il, c'est Ferrari. Et pas question de venir le chatouiller, lui, l'élu finlandais, sur les raisons de sa candidature en France, l'ancien pilote de Peugeot Citroën, embrayé Lico. J'ai déjà vendu des voitures françaises assez bien, alors pourquoi pas représenter la France? Vatanen aime plutôt la bière, mais il se présente dans le Midi et il s'adapte. Justement, le repas petit paste, ça fait du bien, oui. Il veut mieux Ricard que Rocard. Et voilà donc le deuxième compétiteur. Ce n'est pas lui non plus n'importe qui. Michel Rocard, qui arrive à Marseille en train, ne se sent en rien parachuté dans le sud-est. Ma mère était savoyarde, ma femme est corse. Enfin, si je devais quitter l'île de France, c'est pour ici, évidemment. Côté célébrité, l'ancien Premier ministre ne fait aucun complexe. Quand on lui demande un autographe, il sait que c'est pour son passé politique et ne se prive d'ailleurs pas de renvoyer son concurrent Vatanen à sa spécialité. On a toujours un petit regard pour les vainqueurs de rallye. Il est champion du monde des rallyes, je crois. Mais je vous fais un aveu, qu'est-ce qu'il est réactionnaire. Le Sud-Est aura une troisième tête d'affiche, Jean-Marie Le Pen, finalement devenu, lui, un habitué des lieux. En bref, la réforme de l'assurance maladie et la fronde des syndicats. À l'issue d'une nuit de discussion au ministère de la Santé, ils dénoncent une concertation en trompe-l'œil et sur le fond des mesures jugées par eux inéquitables. Ce sont les assurés qui vont faire les frais de la réforme, disent-ils. Une manifestation est prévue le 5 juin prochain. La journée de mobilisation dans l'éducation nationale, journée peu suivie, entre 9 et 19% de grévistes selon les types d'établissements, chiffre du ministère, et des manifestations dans la plupart des grandes villes de France, comme ici à Toulouse où ils étaient 1 millier. À Paris, la police a compté 3000 personnes dans le cortège, les organisateurs 5000. Les syndicats dénoncent en particulier les restrictions budgétaires. À l'étranger, d'abord le discours très attendu de George Bush sur l'Irak. Le président américain maintient le cap, la stratégie est inchangée. Un discours critiqué par la presse ce matin et aussi, et c'est nouveau, par les militaires. Pascal Golomer, Tristan Lebras. S'il voulait dissiper les doutes, c'est plutôt manqué. À tous ceux qui lui reprochent de ne pas savoir où il va en Irak, George Bush a seulement répondu hier soir que son plan est le bon. Il transférera bien la souveraineté aux Irakiens le 30 juin, mais les 130 000 soldats américains, eux, resteront sur place, tant que cela sera nécessaire. Les terroristes vont probablement redoubler l'activité et les jours à venir seront difficiles. La progression chaotique. Mais notre coalition reste déterminée et notre effort sera soutenu. Rien qui ne puisse rassurer le général Zinni. Dimanche soir sur CBS, cet ancien chef des forces américaines dans le Golfe, puis envoyé spécial de George Bush au Moyen-Orient, a eu des mots très durs pour le Pentagone. Quelqu'un a clairement foiré. À ce stade et à ce niveau, il devrait réaliser qu'ils ont foiré. Or, aucune tête n'est tombée jusqu'à présent, c'est ce qui me perturbe le plus. Même certains militaires d'actifs prennent la parole. Le général Swanak saluait ses troupes hier à Fort Bragg en toute décontraction. Mais il y a quelques jours, de retour de Fallujah, où il commandait la 82e division aéroportée, il avouait à quelques journalistes que l'armée américaine avait peut-être gagné la guerre militairement, mais qu'elle la perdait stratégiquement. Une guerre que les pacifistes, à Washington, ont commenté à leur façon ce matin. 800 paires de bottes face au Capitole pour les 800 soldats américains morts en Irak. Oui, et si une majorité d'Américains estiment que la gestion du dossier irakien n'est pas bonne, ils sont près de 6 sur 10, d'après les sondages, à souhaiter que les troupes restent sur place. Seule annonce, on l'a dit, la prison d'Abu Ghraib à Bagdad sera rasée pour conjurer le scandale des sévices infligés aux prisonniers. Sur place à Bagdad, Jérôme Bonny, Jean-François Rune. Un pénitencier de 115 hectares, construit par des entrepreneurs britanniques dans les années 60, devenu symbole de la barbarie de Saddam Hussein, puis de la cruauté des services de renseignement américains. Depuis le scandale des photos, la prison d'Abu Ghraib est un cauchemar pour le président Bush, qui a décidé de la raser. Pas de commentaires des gardiens américains. Si j'avais une opinion, je ne serais pas dans l'armée. C'est tout ce que j'ai à dire. En face de la prison, le parti islamique irakien, interdit sous Saddam Hussein, mobilise pour la libération des prisonniers.
cet homme n'a pas de nouvelles de l'un de ses fils détenus par les Américains. Ils veulent détruire la prison pour effacer les traces de leurs méfaits. En avril 2003, juste après la chute de Saddam Hussein, les vainqueurs avaient ouvert les portes de la prison, découvrant ses instruments de torture. L'un des anciens prisonniers se souvient. 3 de ses codétenus succombèrent aux interrogatoires. Ils nous frappaient avec des gourdins et nous torturaient avec de l'électricité. Alaa Mekki est l'un des responsables du parti islamique irakien. Il n'a pas de mots assez durs pour les nouveaux maîtres d'Abu Ghraib. Avant c'était terrible, mais maintenant, sous le contrôle des Américains, c'est pire. Personne en Irak ne regrettera la prison d'Abu Ghraib, mais la destruction de ce symbole n'apportera pas du jour au lendemain aux Irakiens la justice qu'ils attendent depuis si longtemps. Le président Bush l'a reconnu lui-même, le chemin sera encore long. La Légion d'honneur pour les derniers bérets verts du commando Kiefer. Ils étaient 177 Français à participer au débarquement du 6 juin 1944, aux côtés des Américains, des Britanniques, des Canadiens et des autres. Aujourd'hui, 33 d'entre eux sont encore en vie et 12 n'ont pas encore été distingués. Ce sera le cas lors des cérémonies du 60e anniversaire des 6 juin annoncé aujourd'hui. Le débarquement qui a été un très grand fait d'armes. Il a aussi marqué l'arrivée en France de ce qu'on a appelé le mode de vie américain, l'American Way of Life, le chocolat, les chewing-gums, les badinons et le jazz. Loïc Delamorne et Jean-François Monnier. Des 5 sens, on dit que c'est le goût et l'odorat qui marquent le plus la mémoire. Ce jour-là, Suzanne avait 15 ans. Venez voir, voilà un char qui arrive. Quand il est arrivé devant chez nous, il a ralenti, il s'est arrêté. Il y a un soldat canadien qui est descendu, qui m'a donné du chocolat. Une plaquette de chocolat. J'étais tellement émue, puis de le voir, et puis tout ça, il ne parlait pas français, mais j'étais tellement émue que j'ai dit merci, mais je ne me souviens pas l'avoir merci assez. Les Français sortent de 5 ans de privation. Les Alliés apportent avec eux le goût retrouvé du cacao, la sensation d'une bouffée de cigarette ou du glissement des bas nylons sur les jambes. Ils apportent des noms aux sonorités fantasmées, chewing-gum, Coca-Cola. Ils apportent une légende, c'est l'Amérique. Il y avait donc une espèce de mythe un peu des États-Unis de l'époque, je sais pas quoi, un peu de Charlie Chaplin, et les temps modernes, les corned beef qui sortent des abattoirs de Chicago. Bon, il y avait, bon... Partout, les soldats alliés sont reçus comme des amis par les Français qui ont conscience d'être toujours restés dans la guerre malgré Vichy et l'armistice. Les Français font tout ce qu'ils peuvent pour aider l'avance alliée. Les Boys ont du courage et les Normands le leur rendent bien. Les hommes offrent la tournée de Calva et les femmes des regards, les étoiles du drapeau américain plein les yeux. Mais l'arrivée des libérateurs est aussi une grande période d'incertitude et d'appréhension. Le pilonnage aérien allié, avant et après le débarquement, s'est soldé par 50 000 morts civiles. Peut-être que les Français espéraient le débarquement en se disant, bon, peut-être qu'ils pourraient débarquer un peu plus loin que chez moi. De toute manière, enfin, je veux dire, voilà, on a survécu 4 ans sous quand même des contraintes allemandes de plus en plus dures. Peut-être qu'on peut malgré tout survivre. Bientôt, la musique militaire s'efface devant le jazz et le bebop, l'image de propagande devant les films d'Humphrey Bogart. C'est un temps les armes, mais pour longtemps la culture qui a débarqué du Nouveau Monde. Et on passe des États-Unis d'hier à l'Amérique d'aujourd'hui. La télévision en constitue souvent un miroir. Et bien voici un nouveau genre de télé-réalité centré sur la chirurgie esthétique. Les candidats à la recherche de la beauté sont filmés tout au long de leur transformation physique et plusieurs grandes chaînes ont déjà adopté le programme. Pascal Golomer, Tristan Lebras. C'est le début du conte de fées. La vendeuse de supermarché apprend la bonne nouvelle. La voilà sélectionnée parmi 10 000 candidats pour une transformation radicale de la tête aux pieds. Je suis super contente. Je vais être splendide. Les producteurs de l'émission ne lésinent pas sur les moyens. Du scalpel au laser, toute la panoplie de la chirurgie esthétique y passe.
La patiente n'a rien à dire, les spécialistes décident pour elle. C'est la règle du jeu. La transformation s'opère en plusieurs mois. L'émission, elle, dure 1 heure et attire 10 millions de téléspectateurs chaque semaine. Nouvelle garde-robe, nouvelle coiffure, c'est une autre femme qui se présente face à ses amis. Un coup de pub pour la chirurgie esthétique? Peut-être. Mais avec 8,5 millions d'opérations l'an dernier aux États-Unis, la profession n'a pas vraiment besoin de cela. Elle crie même danger. Les patients sont fragilisés psychologiquement et d'éventuelles complications pourraient avoir un effet dévastateur. C'est non seulement dangereux pour le patient, mais aussi pour le public, parce que ce qu'on voit à la télé ne correspond pas du tout à la façon dont nous concevons notre métier. Cela n'empêche pas la concurrence de créer d'autres programmes sur le même thème, avec le même succès d'audience à la clé. Dans celui-ci, les candidates, privées de miroirs pendant 3 mois, ne découvrent le résultat des opérations qu'à la toute dernière minute. Émotion assurée. Et pour donner un peu de suspense au conte de fées, on y a même ajouté un concours de beauté entre les candidats. Rien de tel qu'une compétition tout de même pour doper l'audimat. Retour en France avec un nouveau motif de grogne pour les intermittents du spectacle. Ils dénoncent la concurrence déloyale de dizaines de policiers engagés comme figurants pour un film consacré au 36 quai des Orfèvres. Du coup, l'inspection générale des services, la police des polices, a ouvert une enquête. Isabelle Béchler, Olivier Martinet. 36, un film où certains flics sont joués par de vrais flics. C'est une guerre des polices écrite et mise en scène par Olivier Marchal. Véracité et réalisme obligent, les figurants ont des attitudes justes et des réflexes cohérents avec leur métier de policier. En vrai, il y a des chocs en plus, en vrai ça fait mal, en vrai on n'a pas de protection, alors que là c'est du cinéma. La voiture recule, on est derrière toi, pendant qu'Alain s'arrache. Tout est dans la personnalité d'Olivier Marchal. Ancien de la maison, comme on dit, il a été flic à l'anti-gang avant de choisir le cinéma. Action! Tout naturellement, il travaille avec les gens qu'il connaît. On a vraiment voulu faire un grand film sur les flics. Maintenant, j'ai bouclé la boucle avec ça. J'espère que le film me fera considéré comme réalisateur à part entière et puis qu'on arrête de dire que c'est l'ex-flic qui fait des films. Autour de lui, policier co-scénariste, Franck Mancuso est aussi conseiller technique sur le tournage. Une autre fonction que des policiers en exercice peuvent occuper pourvu qu'ils soient en vacances. Dans l'équipe de Daniel Auteuil, 60% des policiers de terrain sont des flics à la ville. On a été aidé par le fait que la moitié des acteurs qui étaient sur le film étaient des vrais flics avec nous. Donc il fallait être à la hauteur, quoi. Pour les intermittents du spectacle, c'est de la concurrence déloyale. Pas du tout, répondent les syndicats de police. Un policier peut percevoir des droits d'auteur ou toutes sortes d'émoluments sur une participation en tant que consultant ou support technique ou même simplement figurant. Pas de problème selon les textes donc, mais la production a parfois employé jusqu'à 150 policiers figurants pour une seule scène. C'est peut-être le nombre qui a déclenché la polémique. Et de la police, on passe à la douane. Les statistiques pour l'année 2003 viennent d'être publiées. Elles marquent une très nette hausse des saisies, plus 50% pour la drogue, plus 56% pour la contrefaçon. Il faut dire que le métier de douanier a changé. Désormais, les fonctionnaires ne se contentent plus des contrôles. Ils remontent aussi les filières et sont formés pour cela depuis 2 ans comme des enquêteurs. Amaury Guibert, Grégory Vasseur. Discret, autant que possible. Un premier douanier est aux avant-postes. La cible de la filature doit quitter cet hôtel à tout moment. Au bout de la rue, le chef du dispositif, je suis sur une terrasse, là, juste à la sortie de regard. Lui aussi à l'affût. Côté tribunal, bien reçu. Dans une ville comme La Rochelle qui est assez touristique, c'est pas évident aux heures de pointe, notamment à cette heure-ci où les gens commencent à aller et venir. À 9 h, la cible sort de l'hôtel. Tous pensent que l'homme va prendre sa voiture, garée un peu plus loin. Mais il fait demi-tour et personne ne l'a vu. Ok, dans ce cas-là, je vous confirme s'il démarre ou s'il quitte le véhicule. Moment de flottement. Tu l'as, Olivier, ou pas? La cible est presque perdue. Un peu plus tard, on la retrouve près du Vieux-Port. De loin, un formateur assiste à la scène. Il faut avoir un petit peu de chance. Des fois, avec de la chance, on récupère des situations un petit peu délicates. Et puis des fois, quand on n'a pas de chance, malgré la bonne attitude, ben, on passe à côté
à côté de la cible. Ouais, c'est comme ça. Il s'est posé sur un bar à côté du rue Pella, donc nous on l'a en visu, il n'y a pas de souci. Et l'homme est cerné. De l'autre côté, un couple le surveille discrètement. Bon, la cible est au feu rouge, hein, la cible est au feu rouge, bien reçu. La filature se poursuit en voiture. L'homme se rend à l'aéroport pour un rendez-vous. Il est censé être un trafiquant international de tabac venu à La Rochelle pour rencontrer l'un de ses contacts, ici à droite, avec une casquette rouge. Pour corser l'exercice, les deux hommes changent de voiture, mais ils sont déjà repérés par les douaniers. Direction le port industriel. Une zone quasi déserte, très découverte. Une difficulté supplémentaire pour ces futurs enquêteurs. Puis les deux hommes se séparent. Le contact s'engage alors sur le pont de l'île de Ré, les douaniers juste derrière. C'est bon, tu réfléchis derrière la machin, tu attends un peu, impeccable. La filature va les mener jusqu'à un camping. Interpellation immédiate. Bonjour monsieur, service des douanes. Vous pouvez venir s'il vous plaît. Et fin de l'exercice. On est bien loin de l'image traditionnelle du douanier. Vous avez le droit de contacter un avocat. Nous on avait un travail de douane classique, donc en frontière, donc en uniforme en général. Et puis là on découvre tout ce qui est filature, perquisition, donc c'est très passionnant. Là il faut avoir un œil, une oreille partout autour de soi. L'autre nouveauté, c'est que les douaniers peuvent maintenant boucler seuls une enquête. Avant, ils devaient travailler avec la police ou la gendarmerie. Ce service a été créé pour renforcer la lutte contre la fraude et passer d'un système douanier qui est centré sur la marchandise au démantèlement des réseaux par l'arrestation des gens et la lutte contre la criminalité organisée. L'année dernière, la douane judiciaire a mené 80 enquêtes pour un préjudice financier qui se chiffre en millions d'euros. L'éducation, plus que 15 jours avant le bac, au lycée Simone Signoret en Seine-et-Marne, la méthode de révision est assez originale. 62 élèves se retrouvent pendant 3 jours sur une base de loisirs avec leurs professeurs. Nabila Tabouri, Thierry Rambaud. Et si le bac était une simple question d'immersion? La poussée d'Archimède, voyons, physique, etc. On a tout ce qu'il faut ici pour tester. Pas de doute, Michael, élève en terminale scientifique, l'obtiendrait haut la main. Aujourd'hui, l'exercice donc de spécialité. Mais les choses n'étant pas aussi simples, la bonne vieille méthode des révisions reste encore la plus efficace, à condition de les rendre agréables. Et ce professeur de physique d'un lycée public a trouvé la bonne formule. Elle a délocalisé sa classe dans un centre de loisirs de Seine-et-Marne, situé à quelques kilomètres de leur établissement. On est vraiment à l'extérieur. On n'a plus la sonnerie, on n'a plus les mêmes relations. Tout change pour établir un autre climat dans la classe, dans le groupe. Au programme, 3 jours de révision intensive, des exercices de type bac à la chaîne. Ça motive, paraît-il, les uns et ça rassure les autres. C'est efficace, ouais. Bien sûr, on fait des révisions des trucs qu'on a fait au début de l'année, donc on s'en souvient plus trop, alors forcément, ça nous aide, quoi. Ce séminaire de révision existe depuis 6 ans. Cette année, 2 classes ont fait le voyage avec leurs professeurs de maths, de physique et d'anglais. Dans la journée, les élèves alternent les différentes matières. Et malgré le cadre, pas question d'être dissipé. On est quand même à 3 semaines du bac, donc on pense au bac, donc on sait qu'on est là pour réviser, donc on profite, on ne regarde pas par la fenêtre tout le temps, mais on profite quand même du cadre, quoi. Car à 17h30, l'école est finie, quartier libre et activités diverses. Mais dans les esprits, le bac est toujours présent. Même une innocente partie de frisbee sert de cadre aux révisions. C'est la fonction. Ici, le gage, c'est de réciter ces formules de maths. La fonction qui est égale à ses dérivés et quand on fait... 0 égale 1. De 0 égale 1, ouais, merci. Tous volontaires, les élèves contribuent financièrement à leur séjour. Le séminaire ne leur garantit pas l'obtention du bac, mais il leur permet de mieux s'évaluer. Demain, il faut être en forme. Ouais, il y a encore une grande journée. Ouais. Oui. Au revoir. À demain. À demain. 7h30. Ouais. La publication des bancs du premier mariage homosexuel. Ils ont été affichés aujourd'hui sur les murs de la mairie de Bègles. Bertrand Charpentier, 30 ans, et Stéphane Chapin, 34 ans, doivent s'unir dans 11 jours exactement. Rappelons que le ministre de la Justice, Dominique Perben, a indiqué que cette union serait entachée de nullité. La 5e édition d'Immeubles en fête. Le principe est simple, partager un verre avec ses voisins. Et la manifestation a chaque année plus de succès. 210 villes y sont associées. On parle souvent du lien social qui se désagrège. Eh bien, en voici un contre-exemple. Tout n'est donc pas si noir, mais tout n'est pas simple non plus. Exemple avec la vie au quotidien dans cet immeuble à Paris. Reportage François-Julien Piednoir, Frédéric Bonne. Je vous vois, docteur. Ah bon, d'accord. Un problème.
Comme tous les matins, ça discute entre voisins. C'est un peu le paradis ici, au 34 de l'avenue de Clichy. Il y a peu pourtant, personne ne se parlait, mais les efforts de Francis le gardien ont transformé la cour en salle des fêtes permanente. Ça nous arrive aussi de faire des barbecues, des petits repas dans la cour, même le soir, même le midi, le dimanche aussi. Puis ça nous permet de se retrouver au mieux de rester dans les appartements. Il y a des personnes qui vivent seules, donc ils sont bien contents de descendre dans la cour et puis trouver du monde. Mais derrière cette façade de convivialité et d'amabilité, restent les petites incivilités et les voisins encore un peu solitaires. Je ne suis pas très relation voisinage en fait. Donc pour moi le voisin idéal c'est celui qui fait pas de bruit et qui se fait oublier. Il n'aime pas trop les voisins mais il est discipliné. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Au 4e, un malotru qui dépose ses poubelles sur le paillasson. Je vais les engueuler, c'est tout. La fautive, c'est mademoiselle, à peine réveillée après une soirée un peu bruyante au goût du voisin de palier. Moi j'ai signé mon mot pour dire qu'on faisait une fête et qu'on allait faire du bruit. Je me suis excusée et on m'a mis ça. On est devenu très susceptible et il suffit de pas grand-chose parfois pour que le voisin, on le diabolise. On a le sentiment qu'il est totalement insupportable, complètement étranger. C'est pour ça que parfois, une rencontre, un apéritif échangé, ça va permettre d'un seul coup que tout redevienne beaucoup plus facile. Ce soir, Francis réunit les solitaires, les bruyants ou les grincheux. Les petits troupes de voisinage seront noyés au fond des verres et le voisin d'en face, jusque-là anonyme, deviendra peut-être un ami. Oui, et cette année, la fête s'inscrit dans le cadre de la journée de la fraternité. L'apéritif était offert au public dans plusieurs grandes villes, à Lille, Grenoble ou encore ici à Paris. Et des prix honorifiques récompenseront des initiatives associatives ou autres pour rapprocher par exemple les jeunes et les personnes âgées. Tennis, la deuxième journée à Roland-Garros avec l'inépuisable Martina Navratilova, 47 ans et toujours sur les cours, un spectacle étonnant. Autre record, le match le plus long jamais observé dans le tournoi, plus de 6h30 entre Fabrice Santoro et Arnaud Clément. Thierry Breton, Julien Beaumont. C'est un record. 6h33 exactement de jeu, le match Fabrice Santoro-Arnaud Clément est le plus long de l'histoire du tennis. Une rencontre interrompue hier par la nuit et reprise ce midi, mais dans la dernière manche, les deux Français n'arrivent pas à se départager. Arnaud Clément rate 2 balles de match, Fabrice Santoro ne fera pas cette erreur, il remporte le 5e set, 16-14. À peine terminé, Santoro file au vestiaire pour faire un peu de vélo. Le temps pour son père de se remettre de ses émotions. Si on considère que quand on regarde jouer son fils, on a des pulsations qui augmentent de 20 ou 30, ça fait des longs footings. Quant à Fabrice Santoro, il a sa technique pour récupérer. Faire beaucoup d'étirements, un très long massage, et puis rien de le sommeil. Tatiana Golovin, elle, va avoir tout le temps de se reposer. À 16 ans, la jeune prodige du tennis français a été éliminée en 2-7 par la Tchèque Klara Kukalova. Adieu aussi Richard Gasquet, 17 ans, ici en bleu. Il n'a pas fait le poids face à David Nalbandian, 8e joueur mondial. Mamie n'a pas fait de résistance. À 47 ans, Martina Navratilova s'est inclinée en 2-7 face à Gisela Dulko, 19 ans. La joueuse la plus titrée du tennis a même mordu la poussière. Oui, la dernière fois qu'elle a gagné Roland-Garros, c'était il y a 20 ans. À noter les qualifications faciles de Sébastien Grosjean, de Roger Federer, ainsi que des sœurs Williams. La surprise du jour, c'est l'élimination de la tête de série numéro 7, Rainer Schuttler, sorti par le Belge Xavier Malice. Football, c'est l'autre grande finale européenne pour un club français. Monaco sera opposé à Porto demain. Monaco et son entraîneur Didier Deschamps. Il a été l'un des joueurs les plus titrés. À 35 ans, il a déjà fait ses preuves, et plus que ça, sur le banc. Manuel Tissier, Patrice Hacher. Didier Deschamps est toujours en avance. C'était il y a quelques minutes. L'entraîneur de l'AS Monaco supervise le repérage de la pelouse de la finale de la Ligue des Champions. Ce sera contre Porto. 3 ans à peine après sa retraite de joueur, il est déjà au sommet du foot européen. Et transmet aux plus jeunes son calme et son expérience. Essayer qu'il soit le plus relâché possible, le plus détendu possible, tout en étant concentré. Ça me semble quelque chose d'indispensable.
Après, bon, c'est leur match. Mes matchs, moi je les ai eus avant. Ça, c'est leur histoire. C'est à eux de l'écrire, ils le savent. Des belles histoires de coupe, Deschamps en a beaucoup à raconter. On dit de lui qu'il ne baisse jamais les bras. En tout cas, il sait les lever. Tous les trophées du football sont passés entre ses mains. Deschamps, le joueur, a gagné 3 fois la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro. Programmé pour devenir entraîneur. Et là encore, il est le premier de la classe. Le mois dernier, il est sorti major de sa promotion à Clairefontaine. La rage de vaincre, même sur les bancs de l'école, comme si la victoire était inscrite dans ses gènes. Il est né pour la compétition et à travers je dirais, son cheminement d'entraîneur, on retrouve tous ces ingrédients dans la construction de son équipe à Monaco. Meneur d'hommes sur la touche après l'avoir été sur le terrain. En demi-finale de la Ligue des Champions, la victoire contre Chelsea doit beaucoup à ses inspirations. Deschamps le sorcier avait même prédit à ses joueurs le score exact de l'exploit des Monégasques contre le Real Madrid. Aujourd'hui, c'est Deschamps le protecteur. Les Monégasques sont à l'abri depuis 4 jours dans cet hôtel allemand sous bonne garde. Michel Platini affirme que Deschamps gagnera plus de titres comme entraîneur que comme joueur. Pour tenir le rythme, il faudrait commencer dès demain. Cinéma pour terminer, la terre couverte d'eau, New York prise dans les flots. Les changements climatiques qu'on évoque si souvent sont au centre de la nouvelle superproduction américaine. Ça s'appelle Le jour d'après, un scénario catastrophe avec une vraie star, les effets spéciaux. Marie Jojo en Nadine Picard. Un scénario d'apocalypse. New York englouti par un raz-de-marée géant, Los Angeles dévasté par une série de tornades. Le climat est la star du film, une star capricieuse qui va plonger l'hémisphère nord de la planète dans une nouvelle ère de glaciation et pousser le climatologue interprété par Dennis Quaid à devenir un héros. Monsieur le vice-président, si on n'agit pas maintenant, après il sera trop tard. La raison de tout cela, le réchauffement de la planète. Là, tout le monde est concerné. C'est sûr qu'un jour tout cela va arriver. La question n'est plus de savoir si, mais quand. Avec toute cette pollution que nous rejetons dans l'atmosphère, les gens ne changent rien à leur comportement tant qu'on ne leur fait pas peur. Et avec un budget de 125 millions de dollars, il y a de quoi affoler les foules.